Il y a 2400 ans, Hippocrate a dit que l'alimentation doit être la première médecine, qu'une alimentation saine sert à maintenir en bonne santé, donc vertu préventive, et à rétablir la santé, vertu curative. Il a dit que toutes les maladies commencent au niveau de l'intestin. Parce qu'un jour, on a fait une étude en disant « Allez les gars, on fait une expérience, il y en a qui vont sauter sans parachute, d'autres sans parachute. On va voir si le parachute est efficace, parce que si on ne le démontre pas, on ne pourra pas les vendre. » Tu aurais été dans quel groupe, toi? Moi, je prends le parachute. Bienvenue dans le podcast Simp Biologie, Santé, Nutrition. Le podcast où nous discutons avec des experts de ce que notre corps et notre biologie nous disent à propos de notre santé et nos besoins en nutrition. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode où on accueille Professeur Castronovo. Bonjour Nicolas. Merci d'être venu ici. On est au laboratoire LIMS. Absolument. Donc qui est un des laboratoires les plus connus en Europe pour la biologie fonctionnelle, pour la qualité des analyses de biologie fonctionnelle, dont on vous doit en partie cette qualité, parce que vous êtes le président du comité scientifique ici. Depuis les origines, absolument. Voilà, depuis son tout début. Et donc, je me disais que c'était un bon endroit pour parler de la médecine fonctionnelle, donc de venir expliquer ce qu'est la médecine fonctionnelle, et surtout, voilà, parler un petit peu de ce que c'est aussi avec le Quelle belle idée, Nicolas, parce que tu dois savoir que la médecine fonctionnelle en allopathie, c'est souvent confondu avec la physiothérapie, c'est-à-dire rééducation fonctionnelle. Donc, les physiothérapeutes font la médecine fonctionnelle. Dans notre esprit, la médecine fonctionnelle à laquelle on ajoute micronutritionnelle est une approche tout à fait, non pas innovante, mais ancestrale, réactualisée de l'approche de la santé. C'est une médecine qui s'adresse aux grandes fonctions de l'organisme qui dépendent d'un environnement micronutritionnel adapté. C'est une médecine qui privilégie la santé, non pas en opposition à la médecine de la maladie qui est la médecine allopathique, mais bien en complémentarité, puisque on sait que les maladies naissent parce que le terrain est permissif. Donc, on pourrait même dire que c'est une médecine du terrain, c'est-à-dire comprendre pourquoi, quel a été le cheminement pour un patient qui se plaint d'un problème de santé, quel a été le cheminement qui a amené un système, un organe, un tissu à ne plus fonctionner, donner des symptômes. Et d'intervenir avant l'apparition de ces symptômes, parce que souvent, les symptômes sont souvent associés à des lésions. Donc nous, avant d'arriver à ce point qui parfois est associé à des lésions tissulaires non récupérables, on essaye d'intervenir avant, lorsque la fonction commence à péricliter et pourrait, si elle continue, amener une lésion qui là serait potentiellement irréversible. Par exemple, un exemple très pratique, on sait qu'il y a énormément de femmes qui souffrent d'hypothyroïdie liée à une maladie auto-immune qui est la maladie de Hashimoto. Donc le fait que le corps produise des anticorps contre ces immunitaires, contre la thyroïde, qui à un moment donné n'aura plus suffisamment de cellules pour produire des hormones thyroïdiennes. Le patient ou la patiente, parce que c'est souvent des femmes, sera hypothyroïdienne et on sera obligé de lui donner des hormones thyroïdiennes. En médecine fonctionnelle, on va tester la présence d'auto-anticorps contre la thyroïde avant l'apparition de signes hypothyroïdiens et d'aventure, si des anticorps sont présents, on va essayer de réduire ce processus pour que jamais la patiente ait une thyroïde dysfonctionnelle. Tu vois un peu la différence? C'est ça. Oui, et on va revenir justement un petit peu dans ces différentes différences et aussi les analyses dont vous avez parlé pour aller voir là-dedans. Mais juste avant, est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent peut-être pas encore? Donc, je m'appelle Vincenzo Castronovo. Donc, comme mon nom l'indique, je ne suis pas belge ni suisse. Puis s'il y a une partie italienne en Suisse, la Suisse romane, je suis d'origine sicilienne. Donc, mes parents ont immigré en Belgique après la Deuxième Guerre mondiale. Mon papa a été échangé contre 1000 kilos de charbon parce qu'on avait oublié... les Belges ne voulaient plus descendre dans la mine et on favorisait donc les immigrés qui, eux, avaient besoin parce que l'Italie, en post-guerre, était en souffrance économique, et notamment en Sicile, le sud étant plus pauvre que le nord. Et donc, ils sont venus s'installer et j'ai toujours été intéressé par la vie, par la nature. Et en fait, après des études, 3 études moyennes, j'ai été en humanité technique, donc j'ai technicien chimie. C'est comme j'étais un bon étudiant, mes professeurs m'ont encouragé à l'université. La seule voie possible sans examen d'entrée était la médecine.
Et donc, la médecine correspondait à mes aspirations de l'amour de la vie. Et j'ai choisi cette médecine que j'ai réussi très bien parce que j'ai beaucoup travaillé, évidemment. Et puis, à la fin des études de médecine, j'ai été bien plus impressionné par mon ignorance et l'incompréhension des processus de base que j'ai choisi une carrière de recherche. Donc, parce que je me suis toujours posé des questions et la recherche à ce moment-là qui était le plus favorable par rapport à obtenir un mandat, c'était la recherche en cancérologie. La cancérologie étant une discipline extrêmement proche de la santé puisqu'on étudie pourquoi une cellule dysfonctionne et se met à désobéir aux lois homéostasiques de maintien de l'organisation du corps. Et donc, j'ai fait un doctorat en sciences biomédicales expérimentales, puis une thèse d'agrégation. Et puis, je me suis dit que il y avait encore trop de choses à découvrir. Donc, je suis parti faire un postdoc aux États-Unis, au National Cancer Institute, pour 1 an. Je suis resté 5. Et puis, je suis rentré plus pour des raisons affectives que rationnelles, parce que les États-Unis, c'était un endroit extraordinaire pour faire la recherche, où finalement le travail est récompensé, il y a pas toutes ces mesquineries qu'on a plus en Occident. Et donc, bon, voilà, pour des raisons familiales, je suis rentré. Et en fait, j'avais fait un MD-PhD, c'est-à-dire que après avoir eu mon diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchement, j'ai opté pour devenir gynécologue obstétricien et en même temps faire de la recherche pour avoir un doctorat en sciences biomédicales expérimentales et puis une thèse d'agrégation qui permet l'accès à devenir professeur ordinaire à l'université. Et en fait, j'hésitais entre devenir professeur de gynécologie parce que le prof m'aimait bien, ou bien, alors cela implique qu'on va passer sa vie à l'hôpital et à gérer les problèmes de patients, ce qui ne me pose pas de problème, également de gestion administrative du personnel, assistant infirmier. Et j'ai choisi sans hésiter la recherche fondamentale. Donc j'ai créé mon centre de recherche en cancérologie. Je me suis spécialisé en sénologie, diagnostic du cancer du sein, qui correspondait à mes recherches, parce que j'ai pendant 5 ans étudié la biologie de l'invasion cancéreuse et la dissémination métastatique du cancer du sein. Et donc, ça matchait parce qu'il y avait ma recherche avait du sens avec ma clinique et la sénologie se fait par consultation et il n'y a pas de garde. Hein. Quand une dame a détecte une boule dans le sein, elle peut attendre le lendemain pour voir ce que c'est. Donc, c'était compatible avec une carrière de recherche. Et puis, par hasard, même si le hasard n'existe pas, en 1995, alors que j'étais rentré des États-Unis, que j'avais créé un centre de cancérologie expérimentale à l'université de Liège. Je travaillais notamment sur l'angiogénèse, c'est-à-dire le processus par lequel les cellules cancéreuses créent leur propre réseau nourricieux de capillaires sanguins pour assurer leur croissance illimitée et leur essaimage métastatique. J'ai fait la rencontre d'une ancienne étudiante qui était dans mon année et qui m'a rencontré lors d'une conférence que je faisais sur l'angiogénèse et qui me dit qu'elle utilisait des compléments nutritionnels pour gérer l'angiogénèse. Alors, comme à l'université, on nous formate pour rejeter tout ce qu'on nous a pas enseigné comme des choses qui sont charlatanesques, on est toujours un peu sur nos gardes. Mais comme j'ai fait de la recherche, je sais que quand on parle de la santé, on est dans un terrain complètement d'inconnu. Je ne juge que sur ce que je peux voir, connaître, etc. Et donc, j'ai demandé à lui parler après la conférence et elle m'a dit qu'en effet, elle utilisait certaines substances que je connaissais pas. Donc, comment puis-je juger quelque chose que je connais pas? Donc, j'ai été rechercher. À l'époque, c'était des extraits de cartilage de requin, pas des ailerons de requin, le cartilage, qui est un tissu qui n'est jamais vascularisé et qui donc contient des substances qui empêchent les vaisseaux sanguins de pénétrer dans le tissu. Donc, j'ai été interpellé, je me suis rendu compte que ça fonctionnait et les extraits qu'elle utilisait chez les patients fonctionnaient dans mes modèles au laboratoire où on étudiait la croissance des vaisseaux. Donc, je me suis intéressé. Et puis, elle m'a mis en contact avec la firme qui distribuait film de compléments nutritionnels. Et j'ai rencontré le patron qui m'a dit, tu veux pas venir expliquer c'est quoi l'angiogénèse parce qu'on a ce produit qui vient du Québec, on sait pas l'expliquer, le médecin sa femme, donc j'ai fait une conférence qui s'est bien passée, les gens ont apprécié ma pédagogie et le monsieur de la firme en question m'a dit, écoute, on a plein d'autres produits, on a des acides gras oméga 3, on a etc., plein de choses, et moi je connaissais rien.
je ne savais pas ce qu'était l'acide docosahexaénique, je ne savais pas ce qu'était l'homocystine, la méthylation, je ne savais pas ce qu'était la 5,10-méthylène tétrahydrofolate. Ça n'a jamais été appris, en fait, tout ça. On ne m'avait jamais appris. Mais donc, je vous dis, comme je suis fondamentalement humble, c'est-à-dire que si je ne connais pas un truc, je ne juge pas. J'ai été voir, je me suis informé, et j'ai vu qu'il y avait une quantité de données scientifiques qu'on ne nous avait pas expliquées, et qui étaient fondamentales. Bien sûr, on nous avait appris que le zinc était un métal important pour les enzymes ADN polymérase, mais jamais on nous a dit qu'il fallait suffisamment de zinc pour que la réponse immunitaire soit correcte, parce que la réponse immunitaire, lors de la rencontre avec un antigène, implique une division intense des cellules immunitaires. Et que s'il n'y a pas de zinc, ça ne se fait pas. Donc voilà. Donc, ça m'a interpellé, un peu choqué, en me disant pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas appris ça, hein? On nous a appris d'abord comment fonctionnait un organisme vivant, puis on nous a appris la maladie. On n'a jamais fait le lien. Comment on passe de la santé à la maladie? Évidemment, il y a une modification du terrain. Et vous allez voir, ce mot terrain joue un rôle extrêmement important en médecine fonctionnelle et micronutritionnelle, qu'on pourrait appeler médecine intégrative de la santé. Okay? Et donc, chemin faisant, j'ai appris et puis j'ai commencé à appliquer ça à mes patients. Alors, je raconte souvent cette histoire. J'ai une patiente, donc moi, en tant que sénologue, je diagnostique le cancer. Okay. Je l'envoie chez le chirurgien, l'oncologue. On décide d'un schéma thérapeutique, chimiothérapie, chirurgie, radiothérapie. Et puis, quand le scénario thérapeutique est fini, la patiente nous est renvoyée pour le suivi. Et j'ai cette patiente qui vient de finir son cycle et qui me dit « Docteur, je suis embêté parce que j'ai demandé à l'oncologue, maintenant que tout est fini, qu'est-ce que vous me conseillez pour que le cancer ne revienne pas ?» Parce qu'on sait que les cancers peuvent récidiver et on sait que lorsqu'il y a un cancer qui a de plus de 1 cm de diamètre, la probabilité qu'il y ait des cellules cancéreuses qui aient échappé et qui se sont réfugiées ailleurs et qui se restent à un état quiescent endormi est extrêmement importante et que ces cellules n'attendent que les bonnes circonstances pour se redévelopper et faire des colonies secondaires qu'on appelle les métastases. Et elle me dit, le chimiothérapeute, il m'a dit, faites que profitez de la vie, faites comme avant. Et la personne me dit, docteur, si je fais comme avant, je me retrouve dans les mêmes conditions qui sont celles où mon cancer s'est développé. Donc, je ne change pas mon risque de récidive. Je me suis dit, elle n'est pas conne, cette patiente, hein, évidemment. Donc, elle a compris que c'est les circonstances de vie, le terrain qu'elle avait, qui a permis le cancer, qu'elle doit le changer. Et je me suis commencé à appliquer les concepts de carence micronutritionnelle. Notamment, je me suis rendu compte que beaucoup de patientes avaient des taux de vitamine D effondrés, n'avaient pas d'acide gras oméga 3, avaient une inflammation de bas grade. J'ai commencé à corriger avec des résultats fabuleux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces patientes ont des comorbidités, c'est-à-dire, en plus du cancer, elles sont fatiguées, elles ont un peu de prédiabète, elles sont un peu grasses, elles ne dorment pas bien, elles sont anxieuses. Et quand vous corrigez le terrain, tous ces symptômes qui sont inspécifiques commencent à s'améliorer, voire disparaître. Donc j'ai dit, voilà, le terrain, il est impliqué par l'approvisionnement du corps en ces nutriments qui doivent absolument être apportés par l'alimentation. Nous qui sommes des organismes hétérotropes, c'est-à-dire que nous avons l'obligation d'apporter les molécules qui servent au fonctionnement de la cellule. Comme vous le savez, ce podcast n'a pas de sponsor. Il existe uniquement grâce à Simp. C'est une solution qu'on a développée avec des experts pour toutes celles et ceux qui vivent depuis des années avec des troubles digestifs et qui cherchent encore des réponses à leurs ballonnements, douleurs, fatigue. Avec Simp, vous réalisez une analyse du microbiote et du cortisol depuis chez vous pour comprendre votre axe intestin-cerveau. On interprète vos résultats, puis on construit un plan d'action nutritionnel personnalisé avec une cure adaptée et un suivi sur le long terme. Et si on vous a parlé d'un côlon irritable, d'une perméabilité intestinale ou d'une possible dysbiose sans vraiment savoir quoi faire, notre questionnaire sur simp.fr, symp.fr, vous aide à comprendre quelles analyses réaliser selon votre situation. Et d'ailleurs, Simp est maintenant disponible avec une livraison gratuite partout en France et en Belgique. C'est aussi la meilleure façon de soutenir ce podcast. Bonne écoute. Oui, donc ça, c'est ça qui vous a, c'est tout ça qui vous a un peu fait passer, parce que vous avez plutôt bon, on voit depuis le début qu'il y a cette envie de comprendre ce qui se passe au niveau de la recherche. Donc, et ça, vous faites encore. Vous avez encore un pied aujourd'hui. Être dans des comités scientifiques, vous êtes dans plusieurs comités scientifiques, permet de rester en contact avec ça, mais toujours quand même cette envie de voir ce qui se passe dans la clinique. Absolument. Donc ce qui a toujours conduit mon action,
et qui est un peu mon ADN. D'abord, c'est qu'on ne peut agir que sur ce que l'on comprend et connaît. Il faut d'abord le comprendre pour l'appliquer correctement. Et deux, d'être le plus efficace possible maintenant pour mes patients. Pendant plus de 30 ans, j'ai fait de la recherche fondamentale et il est évident dès le départ que mes recherches n'allaient pas améliorer le quotidien des patients puisque, en vérité, pour qu'une idée donne des résultats d'abord démontrables au niveau préclinique, c'est-à-dire dans les modèles animaux, il faut beaucoup d'années, mais puis pour le passage du préclinique au clinique, il faut des années entières. Et pour chaque concept qui a été, cristallisé au laboratoire, sur 1000 concepts, il y en a peut-être un qui va arriver au patient. Donc c'est assez... c'est intéressant parce qu'on comprend, mais le bénéfice pour le patient est loin d'être immédiat. Par contre, je me suis dit qu'en appliquant des choses qui faisaient du bon sens, qui avaient été démontrées il y a des siècles, parfois des millénaires, et réactualiser à la médecine actuelle pouvait apporter directement un bienfait au patient. Okay ? Donc, je me suis inspiré de l'histoire de l'évolution de la médecine et j'ai été revoir le père fondateur de la médecine occidentale qui est Hippocrate, pour lequel, en tant que jeune médecin, on prête serment sur des préceptes. Le premier, c'est prima non nocere, d'abord de pas nuire. Donc déjà, je me suis dit, le pauvre, il doit un peu se retourner dans sa tombe parce que le nombre d'effets secondaires de certains médicaments, le fait de savoir qu'aux États-Unis, on a montré que la 4e cause de mort prématurée, c'est contacter un organisme de soins de santé. Okay. 4e cause de mort prématurée. Donc, je me suis dit, là, le pauvre, il doit pas être très bien dans sa tombe. Le deuxième précepte sur lequel on nous parle jamais, c'est que il y a 2400 ans, Hippocrate a dit que l'alimentation doit être la première médecine, qu'une alimentation saine sert à maintenir en bonne santé, donc vertu préventive, et à rétablir la santé, vertu curative. Et puis un concept incroyable parce que on se demande comment il a pu tirer ses conclusions et on ne peut que s'éblouir de sa capacité d'observation et de déduction intuitive. Il a dit que toutes les maladies commencent au niveau de l'intestin. Rappelez-vous, ou peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a 2400 ans, on ne savait même pas qu'il y avait des cellules. On ne savait pas qu'il y avait des bactéries. On en ignorait la présence de cellules. Ce n'est qu'à la fin du 19e siècle que, grâce au microscope, on a commencé à voir que la vie était faite de structures plus petites et qu'on a commencé à avoir des bactéries. Okay, donc c'est incroyable qu'il ait pu observer ça juste par une observation de bon sens, de voir éventuellement les conséquences d'une mauvaise digestion. Ceux qui avaient des selles collantes, défaites, etc., mouraient plus vite que ceux qui avaient des selles bien moulées et avaient des beaux boudins. Simplement ça. Donc rien que ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les vétérinaires utilisent ces préceptes. Et l'éleveur de vaches sait que si la marguerite a une selle toute défaite qui sent pas bon, il faut vite appeler le vétérinaire parce qu'elle est malade. Okay ? Donc c'est intéressant. Et ça a été oublié. Cette propédeutique de la santé a été oubliée. Et, l'idée, c'est de la réintégrer, mais à la lumière des données scientifiques. Et aujourd'hui, on sait que le microbiote joue un rôle important, etc. Oui, on a, j'ai l'impression qu'on a souvent reproché un peu à la médecine fonctionnelle de ne pas être basée sur des preuves scientifiques ou sur un certain prisme de la façon de faire la recherche. Est-ce que c'est encore d'actualité aujourd'hui? Évidemment. Alors, vous devez savoir, cher Nicolas, que la médecine de la santé n'a pas bonne presse parce que, en fait, elle fait du tort à la médecine de la maladie. Elle fait du tort à la médecine de la maladie. Une anecdote. Donc moi, j'étais prof dans une faculté de médecine à l'université de Liège et depuis 1995, j'ai enseigné jusqu'à 2020. Ok, tous mes collègues me critiquaient. Au début, fort, et puis lorsqu'ils confrontaient à mes explications, ils étaient moins critiques parce qu'ils n'avaient pas la réponse de ce que je leur expliquais, ils ne connaissaient pas. Moi, je pense qu'on ne peut pas critiquer ouvertement sur un sujet dont vous ne maîtrisez pas la matière. Okay ? Donc déjà ça, donc on va moins critiquer. Et donc à la fin, on me demandait de venir faire des interventions dans les colloques de service. Et je me rappelle
qu'en urologie, le prof m'a dit, tiens Vincent, viens un peu nous parler de nutrition et cancer de la prostate. Et j'avais un titre interpellant et percutant pour eux. Comment réduire le risque de cancer de la prostate de 75% par la micronutrition. Donc je vais sur le temps de midi, en 3/4 d'heure, je déballe mon propos avec des articles scientifiques et je leur démontre effectivement qu'en contrôlant le terrain micronutritionnel, on peut effectivement réduire à l'appui d'études scientifiques. Vous savez quelle était la réponse ? Après du prof, il dit, écoute Vincent, c'est merveilleux ce que tu racontes, c'est hyper intéressant, mais si on applique ça, nous, qu'est-ce qu'on fait puisque la prostatectomie, c'est notre pain quotidien. Voilà. Donc, en fait, la médecine allopathique est malheureusement de plus en plus au service du Big Pharma. Et on sait que toutes les scandales des firmes pharmaceutiques, Mediator et autres, montrent que parfois, on bypass. Et donc, la médecine allopathique, elle est caractérisée par le fait qu'on va donner aux patients des molécules synthétiques le plus souvent, ou bien extraites de plantes, mais qui n'existent pas dans la constellation des molécules du fonctionnement de l'humain. Donc, ce sont des régulateurs de voies métaboliques, de voies enzymatiques qui sont soit trop importantes, trop activées, soit trop réprimées. Et donc, on intervient par une molécule exogène. Et quand vous voyez la complexité des réseaux de réactions chimiques, quand vous affectez une réaction, vous avez un impact sur le... Et donc, ça, ce sont les effets secondaires. Et donc, on sait que certains agents pharmacologiques ont extrêmement d'effets secondaires, beaucoup d'effets secondaires, parfois extrêmement délétères. Et par opposition à ceci, comment est-ce qu'on peut essayer de réexpliquer de manière Nicolas, simple vous ne m'avez pas laissé finir mon explication. Et donc, je comprends que vous soyez sur votre fin. Étant donné que les effets secondaires, l'intérêt, c'est de faire un maximum de bien avec un minimum de toxicité. Et donc, il faut pour ça prouver, pour un nouveau médicament qui doit être breveté et qui va rapporter beaucoup d'argent, que votre nouvelle formule est plus efficace et moins toxique. Et pour ça, il faut faire des études énormes sur une grande population, ce qu'on appelle la médecine basée sur l'évidence. Et pourquoi cette évidence ? Parce que la médecine allopathique ne considère pas un paramètre que nous considérons, c'est-à-dire l'individualité de chacun. Nous sommes tous différents, notamment dans la manière d'éliminer les médicaments, de les transformer, de les rendre actifs ou de les inactiver. Et donc, pour homogénéiser cette population, il faut qu'il y ait un extrêmement grand nombre de personnes qui doivent répondre à des critères. Ça coûte excessivement cher de faire ces études. Il y a les phases cliniques 1, 2, 3, etc. Okay ? Et donc, cette médecine basée sur l'évidence a été instaurée par le Big Pharma. Ce qui empêche des petites firmes qui n'ont pas les moyens de mettre sur le marché, de breveter un nouveau médicament, leur formule qui peut-être est plus efficace que la leur. Qu'est-ce qui oppose la médecine nutritionnelle et fonctionnelle à la médecine allopathique ? Nous avons une médecine qui est personnalisée, individualisée, qui n'est pas de masse. Chaque patient est unique. Et c'est pour ça que les bilans nutritionnels et fonctionnels ont toute leur signification. On doit évaluer un patient, voir quels sont ses besoins et voir quels sont les niveaux des nutriments fondamentaux en excès, en carence. On va ne travailler que sur les paramètres qui sont perturbés. On ne va pas toucher à ce qui va bien. Okay ? Alors, donc, on aura un minimum d'effets secondaires. On ne peut avoir que des aspects bénéfiques. Et donc, à la médecine basée allopathique basée sur l'évidence, la médecine nutritionnelle et fonctionnelle est basée sur le bon sens et la personnalisation. Et donc, j'ai eu des critiques en disant, on m'a dit, tu donnes du sélénium, il n'y a pas de preuves cliniques. Je vais vous raconter une autre anecdote après. Et souvent, s'il n'y a pas d'études scientifiques, c'est pas bon. J'ai dit, écoute, mon doyen me disait, écoute Vincent, il m'aimait bien, il me disait, écoute Vincent, il n'y a pas une semaine où on vient en te critiquant, en disant que tu faisais une médecine commerciale parce que les nutriments ne sont pas robustes, etc., les bilans non plus. Et je dis, écoute, ce n'est pas de la médecine basée sur l'évidence. Et je dis, écoute, est-ce qu'on a fait des études publiées démontrant qu'il était plus efficace
de sauter d'un avion à 1500 mètres avec un parachute que sans parachute. Est-ce qu'un jour on a fait une étude en disant allez les gars, on fait une expérience, il y en a qui vont sauter sans parachute, d'autres sans parachute, on va voir si le parachute est efficace, parce que si on ne le démontre pas, on ne pourra pas les vendre. Hein? Tu aurais été dans quel groupe, toi? Moi, je prends le parachute. Ouais. Tu prends le parachute, ben voilà. Et donc, j'ai dit, ça, c'est de la médecine basée sur le bon sens. Donc, si moi, j'enseigne en biologie, en première candie, que s'il n'y a pas de sélénium pour la cellule, la mitochondrie ne sait pas détoxifier l'eau oxygénée qui va se transformer en radical hydroxyle, qui va brûler toutes les molécules et créer une altération, et que si le patient manque de sélénium, je ne vois pas pourquoi je dois faire une étude pour dire qu'il faut rendre du sélénium au taux qui fonctionne. Okay? Ah bah oui, t'as raison. Mais enfin, voilà, quand même. Donc, j'ai été embêté parce que ça fonctionne. Mais le problème, c'est que le Big Pharma, il est basé sur one size fit all. Une dose pour tout le monde. Et puis, il y en a, ça va pas aller, c'est prévu. Il y en a, ça va être toxique, c'est prévu. Et une majorité auront plus ou moins un effet. Est-ce que tu sais, Nicolas, qu'on a démontré, ça a été publié dans le JAMA, que la prescription d'inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, qui sont l'équivalent du Prozac, sont complètement inefficaces chez la majorité des patients. Parce qu'il faut recapturer quelque chose. Parce que s'il n'y a pas de sérotonine dans les synapses et que tu inhibes la recapture de rien, tu n'as rien. Okay? Si tu pêches dans un lac où il n'y a pas de poisson, que tu mettes une canne, 10 cannes, 100 cannes, tu ne mangeras pas du poisson le soir. Il faut remettre du poisson dans le lac, tu vois. Ça, c'est le bon sens. Et est-ce que c'est uniquement, du coup, une question de budget? Parce que j'ai envie de me dire, à un moment, si on veut... Parce que vous dites qu'on peut critiquer la médecine fonctionnelle d'être une médecine commerciale, mais au final, c'est tout aussi commercial que l'autre médecine. C'est juste que d'un côté, on a un remboursement, de l'autre côté, on l'a pas. Donc, c'est perçu comme plus cher. Mais on pourrait se dire, OK, si on met le budget dedans pour avoir ces études... ça pourrait rentrer dans des remboursements et autres. Mais est-ce que le problème vient pas aussi de cette personnalisation Non, le problème ne vient pas de là, Nicolas. Le problème vient du fait que l'environnement nutritionnel est fait de molécules qui sont disponibles dans la nature, qui sont souvent éliminées par le processing industriel de l'aliment et qui, la nature n'étant pas vénale, ne sont pas brevetables. Hein? Et donc, à partir du moment où une molécule n'est pas brevetable, il n'y a aucun profil et donc la santé du Big Pharma va être perturbée. Donc le Big Pharma a plus de préoccupations sur la santé de son compte en banque que la santé de la population. Ça. Donc si moi maintenant demain je fais une étude sur le sélénium, moi je dépense énormément d'argent pour dire que ce sélénium fonctionne. En fait, moi j'aurais dépensé beaucoup d'argent, mais tous mes concurrents pourront utiliser ta découverte. C'est ça. Donc il n'y a pas d'intérêt. Ok, c'est ça que j'essaie de comprendre. Et est-ce que donc ça c'est le côté commercial et le côté Nicolas, est-ce que tu es naïf au point de croire que il y a des choses dans la vie qui n'ont pas un côté financier et commercial? Est-ce que tu penses vraiment que les gens ne sont pas modulés par... Même en nutrition, je vois des gens qui racontent n'importe quoi pour pouvoir attirer leurs clients, etc. Je pense que malheureusement, à partir du moment où il y a des choses qui se vendent, il y a du commerce. Okay? L'idée, c'est de le faire avec des valeurs. La valeur, c'est la justesse, l'honnêteté et envie de faire du bien. Tu vois? Oui, personnellement, moi, j'ai pas de problème avec ça. Et il faut faire de l'argent pour faire une équipe, pour faire de la recherche, pour mettre des choses sur le projet. Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Le tout, c'est de ne pas d'avoir ces valeurs d'honnêteté. C'est ça, ouais, okay. Tout à fait. Et du coup, aujourd'hui, donc on parle de l'importance de la personnalisation, ce qui aide à comprendre aussi l'importance des analyses. C'est pour ça qu'on est aussi dans ce laboratoire aujourd'hui avec lequel nous, on travaille aussi pour faire des analyses de biologie fonctionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, ces analyses, parce qu'il y a énormément d'évolutions, on parlait du microbiote rapidement et toutes les évolutions dans la recherche grâce au séquençage qu'on peut faire depuis peu d'années si on regarde à l'échelle macroscopique, est-ce que ça peut aider à aller vers plus de compréhension de l'individualisation et de cette personnalisation sur laquelle est basée la médecine fonctionnelle? Mais évidemment, mais ce que tu dois savoir, Nicolas, c'est que déjà, pour un professionnel de la santé, un médecin, moi par exemple, connaît tout ce qui est connu dans le domaine de la médecine. Ce que je connais sur tout ce qui est connu, c'est une infime partie. Okay? Mais ce qui est connu par rapport à ce qui est inconnu, c'est encore plus important. Donc, je pense que c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'on a des intuitions,
Et je pense qu'Hippocrate, s'il pouvait, il dirait, mais j'étais génial. J'ai vu des choses qui sont démontrées maintenant. Donc, on a des intuitions qui doivent être faites sur le bon sens, l'observation, et on n'est pas obligé de comprendre tout de suite. L'important, c'est de faire du bien et de bien cibler les personnes à qui on donne quelque chose. Voilà. Donc, ça, c'est mon point de vue. Par rapport au bilan, quelle est mon histoire par rapport au bilan ? Eh bien, en 1995, vu que j'avais commencé la nutrition et qu'on commençait à parler de moi, je me rappelle, je faisais à l'invitation d'un groupement sur le cancer du sein, une conférence au Palais des Congrès de Liège sur nutrition cancer du sein. Et là, il y a un commercial de laboratoire à l'origine, Roman Païs, qui est devenu Labco puis LIMS, MNS, qui vient voir, il me dit, professeur Castronovo, vous serez peut-être intéressé parce que nous faisons des bilans. Et là, ça a été une révélation pour moi parce que je me basais sur un interrogatoire pour compenser mes patients en vitamine D, en zinc, etc. Mais il n'y avait pas une garantie. Il y avait en effet toute une série de tests basés sur l'enquête alimentaire qui permettaient de voir si, oui ou non, il y avait suffisamment de nutriments. Mais il manquait une donnée fondamentale qui était la biodisponibilité, c'est-à-dire ce n'est pas parce que vous consommez des aliments riches, par exemple, en oméga 3, que vous allez avoir ces oméga 3 dans vos cellules. Elles doivent être digérées, absorbées et distribuées. Et donc, le fait d'avoir à disposition un outil qui permettait de vérifier de facto le statut nutritionnel ouvrait un horizon incroyablement de performance, d'efficacité, de justesse et de sûreté. Et donc, j'ai pris un rendez-vous avec le CEO du laboratoire et d'emblée, il a été convaincu par mon approche, par ma rigueur scientifique et il m'a demandé de prendre la direction du comité scientifique, d'être président du comité scientifique, dont la mission était de choisir les analyses qui étaient pertinentes parce qu'on avait démontré que leur perturbation en excès en carence était associée à des maladies, que les méthodes utilisées étaient correctes et qu'elles étaient bien le reflet de la situation du patient, et d'autre part, qu'on savait que la correction de ces éléments a apporté un bénéfice par rapport à la santé du patient. Un exemple, vous avez des patients qui sont anxieux, déprimés, etc. Eh bien, on sait qu'un métabolisme qui est souvent perturbé, c'est celui de la méthionine et qui est lié à la perturbation de l'homocystine, le cycle de l'homocystine qui fait la méthylation. Et donc, si votre patient a une homocystine élevée, on sait qu'il y a un souci qui pourrait contribuer à ces problèmes émotionnels, cognitifs, mais également à d'autres risques. C'est extrêmement important. Si on sait que l'homocystine pour être bien métabolisé, a besoin d'un environnement riche en vitamines B9, B12 et B6. Okay. Et donc, on va vérifier ça. Si c'est altéré, on va corriger. On vérifiera maintenant si le taux d'homocystine est optimisé. S'il n'est pas optimisé, on peut aller plus loin parce que certains patients ont des mutations dans les gènes qui utilisent la vitamine B9 qu'ils avaient transformée pour être utilisée. On va faire cette recherche et si le patient a un polymorphisme qui fait qu'il ne transforme pas la vitamine B9, on va pouvoir donner la forme qu'il ne sait pas faire et là, le patient ira beaucoup mieux. On a des résultats remarquables. Donc ça, c'est une médecine précise, juste et efficace. Mmh. Oui, et qui prend en compte du coup la clinique. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir est-ce que ça a évolué, comment la personne se sent avec ce marqueur-là qui a évolué. Le meilleur laboratoire, c'est le patient, évidemment. C'est ça. Et justement, ces patients, dans quel cas est-ce qu'ils viennent aujourd'hui ? Parce qu'on parle donc on parlait de la science de la vie, puis la science de la mort, et au milieu se trouve un peu la médecine intégrative. Idéalement, il faudrait venir vous voir, ou quelqu'un qui fait la médecine fonctionnelle, quand tout va bien. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est pas vraiment le cas. Idéalement, alors on est dans une société, excusez-moi, mais d'assister, ok ? Et puis les gens sont surchargés de taxes, ok. Et en compensation, ils ont la garantie de la gratuité des soins lorsqu'ils sont malades, ok. Donc on a une médecine basée sur la maladie, on a un ministère de la maladie, on a un budget de maladie et pas de santé, ok. Donc aujourd'hui, le dogme c'est j'attends d'être malade et je serai pris en charge de moins en moins bien, hein, surtout si je suis malade chronique. On parlera des maladies chroniques d'ailleurs dans un moment.
Et donc, à partir du moment où je suis en bonne santé, je ne vais pas aller voir un médecin, puisque je suis en bonne santé. Et donc, je vais attendre d'être malade. Si je vais voir un médecin que je suis en bonne santé, il va me dire, vous êtes en bonne santé, un médecin de la maladie. Il va dire, qu'est-ce que vous venez me faire? Tout va bien. Hein? Alors, c'est quoi la santé, déjà? Hein? La santé, c'est pas l'absence de nos maladies. Or, aujourd'hui, notre médecine, elle est basée, si vous n'êtes pas malade, vous êtes en bonne santé. C'est faux. Il y a un état intermédiaire entre la santé optimale, qui est un état où vous pouvez jouir de vos capacités physiques, cognitives et émotionnelles pour gérer votre vie, ok? Et puis, il y a la maladie, vous êtes complètement off, vous ne savez plus rien faire. Hein? Ou bien, vous savez beaucoup moins faire, vous êtes à la maison, vous n'avez plus d'énergie, ou bien vous avez mal, etc. Et entre, il y a la situation où on dit, ça va Nicolas? Oh, je ne sais pas ce que j'ai. Hein? Je ne sais pas ce que j'ai. Et puis vous allez chez le médecin et il dit, qu'est-ce qu'il y a? Ben, je ne sais pas ce que j'ai. Je ne sais pas, je ne suis pas bien. Et le médecin allopathe, très, très motivé à vous aider, va faire des bilans pour voir si vous n'êtes pas malade. Okay? Et je prends le cas d'une dame qui vient, qui est un peu grossie, qui est fatiguée, qui est un peu froid, etc. Et on pourrait suspecter une hypothyroïdie. Okay? Et donc, le médecin, de manière consciencieuse, bienveillante, va faire le test. Et la personne dit, je ne sais pas ce que j'ai, docteur, je prends du poids, je suis un peu constipé, je perds mes cheveux, j'ai pris des pilules pour les cheveux, ça ne marche pas, etc. Et je suis un peu déprimé. Et le test revient positif, c'est-à-dire que ces valeurs ne sont pas hors normes. Il dit, écoutez, tout va bien pour la thyroïde, tout va bien au niveau de votre glycémie, etc. Qu'est-ce que vous avez? Je ne sais pas. Hein? Et donc, à la limite, on lui dit, attendez d'être malade, parce que là... Venez me voir quand vous êtes malade. Venez voir quand vous êtes malade. Et donc, ces patients sont pas bien. Et donc, elles sont en errance. Et là, dans cette zone entre je suis pas bien, je suis pas top, je suis pas malade, il y a un no man's land où grouille toute une série de professionnels de la santé. Il y a beaucoup de charlatans qui vous promettent des choses, etc., qui ne sont pas validées, parfois qui marchent. Et donc, il y a une confusion. Et parmi ceux-là, il y a les nutritionnistes et les médecins fonctionnels qui sont malheureusement assimilés à tout ce monde un peu grouillant, etc. Et donc, moi, en ayant créé un diplôme pour les médecins non-médecins à l'université Paris-Descartes à Paris depuis 2017 qui s'appelle Micronutrition, alimentation, prévention et santé, je tiens à donner les lettres de noblesse à cette discipline qui est juste et qui respecte les fondations de la santé. Voilà. On mettra... Non, mais allez-y, continuez. Je continue. On mettra les liens, d'ailleurs, en description pour ceux que ça intéresse. Bien. Et d'ailleurs, j'ai créé en 1995 une société qui s'appelle Nutriel, sa santé par la nutrition, qui avait pour mission la formation des professionnels de la santé et la consultante de firme pour qu'ils ne racontent pas n'importe quoi et qu'ils ne vendent pas n'importe quoi, parce que je tiens à ce que cette médecine soit juste scientifique et fondée, et pas une bête médecine commerciale, parce qu'elle doit être individualisée et performante dans l'efficacité et la bienveillance. Par contre, ce que je voulais dire au niveau dogmatique par rapport à cette médecine, pourquoi est-ce qu'on va un médecin fonctionnel et qu'on va y consacrer un certain budget? Parce que, justement, je l'ai dit, on a cette culture de, comme j'ai payé des impôts, là pour la sécurité sociale, je veux recevoir l'argent, le retour de ma mise, et donc j'attends d'être malade. Et si tu réfléchis un instant, Nicolas, la population agit avec beaucoup plus de bienveillance sur leur voiture. Tu achètes une nouvelle voiture, ok? Elle est nickel. Hein? Et on te dit, vous avez un contrat d'entretien à 15 000 à 30 000 km. Avant, c'était après 1 000 km, mais les voitures ont évolué. À mon époque, tu devais aller après 1 000 km. Ta voiture, elle va nickel. Toi, elle a 15 000 km, elle est nouvelle, elle va nickel. Tu dois aller la mettre au garage, à l'hôpital. Pendant un jour, ça va te faire chier. Tu vas devoir trouver quelqu'un qui te conduit. Tu n'auras pas ta bagnole. Tu vas payer. Et quand ta voiture, elle va aussi bien qu'avant. Elle va pas. On a changé des trucs mais elle allait bien. Donc, et là, tu trouves c'est normal. Si tu le fais pas, mon ami, et que tu tombes en panne, tu n'as pas géré ta voiture en bon père de famille, la garantie ne couvre pas. Quand un entretien n'a pas fait, c'est normal, vous n'avez pas changé le filtre à air, tout s'est recassé, maintenant
en santé, c'est pas la même chose. Tu veux rester en bonne santé, tu payes. Tu veux que ce soit gratuit, tu attends d'avoir la panne. OK ? Oui, c'est un peu comme si on mettait un remboursement au garage qui était gratuit seulement si tu arrives quand tu as la panne, quoi. Voilà, absolument. Tout à fait. Et du coup, parce que Donc, c'est une culture. Une culture qu'il faut... Et pour ça, il faut donner de la valeur à la santé. Et les personnes doivent comprendre que, alors que pour une voiture, on peut la remplacer, tes organes, on ne peut pas les remplacer encore. Même s'il y en a qui pensent, les transhumains, qu'un jour on va pouvoir leur mettre des organes artificiels. Pour le moment, on prend des organes de jeunes personnes qui sont mortes accidentellement, en tout cas j'espère, et qu'on va vous greffer, avec bien sûr des inconvénients, puisqu'il y a des rejets de greffe, mais il y a plein de projets. Le transhumanisme grouille d'idées farfelues et pas très humaine, mais voilà. Bon, je pense que on peut gérer sa santé. Pour ça, il faut donner de la valeur à sa santé. C'est pas une question de prix, une question de valeur. Et l'argent ne peut pas te rendre la santé. On connaît des gens qui étaient extrêmement riches, qui ont été malades et qui n'ont pas pu s'en sortir parce qu'ils n'ont pas pris soin de leur santé. Hein. Je pense de Steve Jobs qui est parti, malgré qu'il s'est fait greffer le foie, le pancréas, ça n'a pas été à un moment donné le terrain. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas pris en compte le terrain. Et c'est ça dont on va essayer de comprendre le cheminement, qu'est-ce qui a amené à la maladie. Et une caricature dans une médecine allopathique, c'est l'épidémie qui a montré qu'on ne s'occupait pas du terrain. Ça va laisser des traces dans l'histoire de la médecine, évidemment, mais en fait, on s'est rendu compte que personne ne s'est intéressé au terrain. Moi, personnellement, j'avais écrit une lettre au gouvernement en disant, tout au début, et c'est pour ça, d'ailleurs, au laboratoire LIMS, en tant que président, je me suis dit, il faut absolument travailler le terrain, puisque Bécham, qui est un père de la microbiologie, qui est un contemporain de Pasteur, Bécham, c'était un vrai scientifique très humble. Pasteur, c'était un pseudo-scientifique très arrogant. Ok, Bécham m'avait dit, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Et que, en fait, il fallait travailler sur le terrain, parce que si notre terrain était optimal, on a un système immunitaire de ouf qui est capable de mettre à mal n'importe quel intrus. Et donc, dès l'épidémie que j'ai créé au laboratoire, le BIP, c'est bilan d'investigation préventive, armure immunitaire 1.0, qui reprenait des paramètres remboursés par la sécurité sociale, parce que les paramètres qu'on dose, la vitamine D, le taux de fer, etc., et en disant que si on optimisait ce taux, les patients allaient pouvoir certainement être un peu accommodés par le virus, mais allaient s'en débarrasser facilement. Okay. Le professeur Perron, qui était le conseiller de l'Organisation mondiale de la santé pour le vaccin, avait démontré que si la population française avait 50 nanogrammes de vitamine D par ml, il y aurait eu 75%, 75% en moins de morts. La vitamine D joue un rôle fondamental pour l'armure immunitaire. Donc voilà, et donc l'approche préventive n'est pas favorisée. Okay. Et donc, ce que je veux dire, c'est que quand tu fais de la prévention, ça va te coûter parce que ça n'alimente pas un système économique extrêmement rentable. Par contre, cette médecine de masse pharmacologique n'a pas beaucoup de préoccupations de la santé individuelle. Okay. Donc, je pense que chacun d'entre nous doit se faire une raison et donner la valeur à sa santé et tout ce qu'il y a. Il faut faire attention, il faut considérer la valeur et pas le prix. Okay. Et ça, c'est des notions culturelles. Un nouveau iPhone qui est soldé de 1800 € à 1100 €, c'est pas cher. Ok, pour quelqu'un. Mais une prise de sang qui coûte 200 € au lieu d'être gratuite, c'est très cher. Donc, si on donne plus de valeur au fait de changer son GSM à garder sa santé, évidemment, c'est cher. Okay. Donc, il faut pas confondre prix et valeur. Et évidemment, étant donné que les patients en médecine allopathique ne voient pas le prix des analyses parce qu'elles sont remboursées, ils ne leur attribuent pas de valeur. Okay, donc voilà, c'est une logique. Ouais. Et donc il y a une rééducation, éducation. Et alors je voulais également préciser, parce que tu m'as parlé de qu'est-ce qui m'a conduit à la médecine nutritionnelle et fonctionnelle. En fait, il n'y a pas eu de shift, de modification du paradigme qui dominait la médecine de l'avant
Deuxième Guerre mondiale, qui était une maladie, une cause, un traitement. En effet, aux origines, la plupart des morts prématurées étaient liées à des maladies infectieuses puisque on ne vivait pas longtemps, donc il n'y avait pas encore ces maladies chroniques. À partir du moment où, grâce à l'avenue des antibiotiques, on a pu juguler les morts, notamment des jeunes, par des infections bactériennes, etc., on a augmenté la longévité, et l'espérance de vie plutôt, pas la longévité, l'espérance de vie. Et après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un traumatisme important, il y a eu un changement dramatique de l'industrie agroalimentaire avec l'avenir des pesticides utilisés massivement qui allait restreindre l'utilisation des aliments végétaux pour les rendre exclusifs à l'homme, c'est-à-dire les rendre inaccessibles aux ce qu'on appelait les nuisibles, c'est-à-dire les champignons, les bactéries, les insectes et certains rongeurs, en utilisant des poisons qui sont des poisons pour nous. Et donc, le changement du terrain, de la qualité alimentaire, le raffinage, a créé un nouvel type de maladie multifonctionnelle, multimodale, qu'on appelle les maladies chroniques. Si tu réfléchis 2 minutes, le fait d'appeler une maladie chronique, ça veut dire que tu es malade pour tout le temps. Chronique, c'est tout le temps. Alors, c'est intéressant pour le Big Pharma, parce que ça veut dire que, éventuellement, on va se voir. Moi, je suis médecin, je te dis, tu as une maladie chronique, c'est une mauvaise nouvelle pour toi, une bonne pour moi. Toi, tu es malade pour toujours, moi, je vais te voir souvent. Cool, hein? Un bel beau modèle économique. La médecine préventive, c'est le contraire. Les gens viennent une fois, ils viennent... Moi, les patients qui viennent en prévention, je les vois une fois tous les 2 ans. Il y en a beaucoup qui viennent vraiment en prévention ? En prévention, moins de 5%. Ouais, c'est ça. Et alors, qu'est-ce qui a conduit les professionnels de la santé à se former et à s'intéresser à la médecine nutritionnelle et fonctionnelle? Ce sont souvent, pour ne pas dire la majorité, des professionnels de la santé qui eux-mêmes ou en proche ont eu une maladie chronique qui ne s'améliore pas par la prise en charge allopathique et qui sont dans un cul-de-sac de morbidité, les traitements entraînant des effets secondaires qui donnent des nouveaux traitements qui entraînent d'autres effets secondaires, etc. La médecine fonctionnelle intégrative, elle est éthiopathogénique. Un mot compliqué que tu vas comprendre. L'origine de la maladie. On va aller aux origines de la maladie. Par exemple, tu vois, je sais pas si on le voit, mais il y a ici des petits panneaux sur le toit, et je remarque que régulièrement, il y a des champignons qui viennent dessus, ce qui est pas bien. Donc, il y a de l'humidité, et je les remplace. C'est facile à remplacer, etc. Mais périodiquement, ça revient. Donc, je fais un traitement symptomatique, je remplace, etc. Et puis, je me rends compte, parce que je réfléchis, je dis pourquoi ça revient tout le temps. J'essaie de comprendre. Et me dit, c'est souvent après un gros orage. Donc, je réfléchis, je me dis, tiens, peut-être qu'il y a de l'humidité et que ça vient d'en haut. Et en vérité, il y a une tuile qui est cassée sur le toit. Il y a une fuite et chaque fois qu'il pleut, ça s'infiltre. L'eau s'accumule sur cette plaque ou une autre, et l'humidité crée le terrain pour le champignon. Donc, ce que je vais faire, je vais remplacer la plaque, mais avant, je vais réparer la tuile et j'aurai plus de problème. Donc, j'ai été éthiopathogénique. J'ai traité le mal aux origines. Et là, donc, comme pour rappeler, Hippocrate avait dit toutes les maladies commencent au niveau des intestins. On peut aujourd'hui dire que toutes les maladies commencent au niveau du microbiote intestinal, qui est le gestionnaire de la santé intestinale. CQFD. Oui. Comme vous dites, ces médecins ont d'un coup souvent ont vu les limites de leur pratique et donc se sont intéressés à la médecine fonctionnelle, mais ça reste peu de médecins au final qui font de la médecine fonctionnelle. Et donc du coup c'est compliqué pour les personnes de trouver un petit peu un bon médecin. Je pense que souvent, d'ailleurs on le voit, il n'y a pas de place généralement chez les médecins qui font de la médecine fonctionnelle. Par quoi commencer pour les personnes qui nous écoutent et qui se disent mais moi j'ai envie par exemple d'investir dans ma santé, mais j'ai envie de m'intéresser à tout ça, mais je sais pas par quoi commencer. Après c'est hyper individuel, c'est la base, c'est que c'est individualiste, donc il n'y a pas de réponse toute faite. Non, mais on peut essayer d'en... déjà il faut s'y intéresser. Bon, moi un conseil, c'est qu'on peut éventuellement écouter mon émission radio
hebdomadaire qui s'appelle La Nutrition selon Castronovo, qui donne des conseils pratico-pratiques. C'est une vulgarisation des conseils de la santé. C'est tous les vendredis. On peut réécouter sur Nutri Radio, c'est ça? Nutriradio.fr. On peut réécouter les podcasts gratuitement. Déjà ça. Et puis, je forme plusieurs centaines de médecins chaque année, notamment qui suivent le diplôme. Et donc, bientôt, il y aura un site accessible aux patients pour voir qui consulte, etc. Et donc, pour ceux qui t'écoutent, qui sont des professionnels de la santé, on peut se former pour pouvoir acquérir les fondements. Il est fondamental de bien comprendre, parce que comme ce sont des notions, même pour les médecins, en fait, c'est étonnant de se rendre compte que ceux qui ont le plus de difficultés à réussir le MAPS, ce sont les médecins. Pourquoi ? Parce qu'ils doivent d'abord se déprogrammer pour se reprogrammer dans un nouveau mode de raisonnement, c'est-à-dire partir non pas du symptôme, mais du terrain. Tu vois ? Et donc, pour répondre à ta question, j'ai peu de patients qui viennent en prévention. J'en ai quelques-uns. J'ai notamment un monsieur qui a maintenant 90 ans, que je suis depuis 15 ans, qui vient chaque année. On dirait qu'il en a 20 de moins, et qui explique lors d'un petit témoignage qu'il m'a fait que lui, il se sent bien, il ne va pas vieillir. Mais le plus souvent, ce sont des patients atteints de maladies chroniques, maladies auto-immunes, diabète, patients déprimés, mais également de plus en plus de patients cancéreux. Et malheureusement, ils viennent quand on est parfois à la fin de la bataille, en espérant alors que quand on a un cancer, c'est très tôt qu'il faut travailler sur le terrain, pas quand on vous dit on n'a plus rien à faire pour vous. Donc malheureusement, il n'est pas mis ici Jésus-Christ, superstar qui sauve. Il faudrait essayer de remonter un petit peu avant. Le terrain avant, et notamment accompagnement pendant les traitements, etc., pour réduire la toxicité. Oui, c'est ça. Il y a ne pas tomber malade et puis mieux supporter les traitements. C'est un peu et aider le patient à lui-même mettre en place ses parades. Par exemple, aujourd'hui, on a démontré, publié dans la revue, que les traitements, l'immunothérapie du cancer basée sur l'anti-PD1 n'est inefficace si le microbiote n'est pas optimal. Ça, on a prouvé. On a pris des souris chez qui on greffait des tumeurs, on leur mettait un microbiote d'un patient qui avait un cancer fulgurant et qui ne répondait pas au traitement, et la souris ne répondait pas. On prenait le microbiote, c'est la même souris, et on lui greffait le microbiote d'un patient qui avait un bon microbiote qui répondait, et le traitement fonctionnait. Donc c'est quelque chose de fondamental. Oh, pour conclure, parce que là on a fait le tour, je pense qu'on pourrait encore rentrer dans... Je pourrais vous avoir une journée complète ici derrière le micro, mais vous avez plein de choses à faire. Qu'est-ce que vous espérez pour la médecine fonctionnelle et pour peut-être son intégration un petit peu plus avec... ou pas, mais quelle est un petit peu la voie pour que ça devienne quelque chose de plus connu, accepté et surtout utilisé? C'est ça qui est important dans le fond. Écoute Nicolas, je pense qu'on est à un bon moment au niveau socio-économico-politique, à partir du moment où déjà le ministre de la maladie, je vais l'appeler comme ça, est en train de remettre en question le concept de maladie chronique au long cours, il pourrait peut-être se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas moyen de transformer ces maladies chroniques en long cours en personnes en santé au long cours? Et donc, j'espère que, vu l'évolution économique, où il y a de plus en plus de gens malades, il y a une dénatalité, et donc les gens malades coûtent plus cher que ce qu'ils rapportent, même s'ils sont pensionnés, leur pension ne suffit souvent pas à payer les soins de santé. Donc, il y a une prise de conscience qui va faire que le gouvernement va investir dans la prévention. Et je pense également que ces notions de santé pourraient également intéresser les financiers qui ont des entreprises qui doivent fonctionner et qui doivent se rendre compte que le coût des petites absences pour je sais pas ce que j'ai, les coups de mou, etc., pourrait être évité en créant un environnement qui favorise la santé, et notamment peut-être d'offrir chaque année un bilan fonctionnel et santé pour voir est-ce que, comme pour les voitures, est-ce que mon employé a tout ce qu'il faut pour être en bonne santé, pour être heureux et pour être performant. Parce que quand on est performant, on est bien évalué, on est heureux. Quand on est heureux, on est mieux à la maison, on dort mieux, etc. Donc c'est un cercle vertueux. Donc je pense que la prise de redonner plus de valeur à la santé et d'essayer de limiter le pouvoir du Big
Pharma dans le décisionnel et de rendre aux médecins son libre arbitre et de leur édiquer aux concepts fondamentaux d'Hippocrate que d'abord il ne faut pas nuire et que l'alimentation est la première médecine. Voilà, je pense que c'est le meilleur mot de la fin. Excellent. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vois qu'on a beaucoup qui nous écoutent mais qui ne sont pas encore abonnés. Donc allez vous abonner. Merci beaucoup.